Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va célébrer un double anniversaire, les 10 ans du trail, les passerelles de Monténard et les 60 ans du lac et du barrage de Monténard. Et pour souffler ces bougies, j'ai à mes côtés 4 invités. Le premier, il a du souffle, ça tombe bien. Nico Martin, bonjour. Bonjour. Pilier de l'équipe de France de trail, vice-champion du monde, champion de France également de la discipline et parrain du trail des passerelles de Monténard, organisé par Éric Le Palmec à côté de vous. Bonjour Éric. Bonjour. Bienvenue, une course qui a été créée donc en 2012 pour marquer le 50e anniversaire de la création du barrage et du lac de Monténard. En face de vous, Laurent Malval. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le président du CIVOM qui gère ce lac de Monténard tout au long de l'année. À côté de vous, Xavier Hervé. Bonjour. Bonjour. Xavier, vous travaillez pour EDF, vous êtes directeur territoire et environnement de la filière hydro-Alpes, donc notamment tout ce qui concerne les barrages hydroélectriques. L'origine du trail des passerelles de Monténard, c'est pas il y a 10 ans, mais c'est il y a pratiquement 60 ans avec la création de ce barrage qui a ensuite généré ce lac. À l'époque, c'était un projet d'ampleur pour EDF. Oui, la construction du barrage donc a débuté en 1955, donc c'est une longue histoire. Sa construction a duré 7 ans. Avec une mise en eau donc en 1962. Donc c'est un barrage imposant, c'est le plus haut barrage en béton de l'Isère. Il fait 135 mètres de haut. Et donc sa construction a duré 7 ans. On voit justement quelques photos d'époque. Avant même qu'il y ait le barrage, c'était quoi le territoire sur lequel s'est construit ce lac et ce barrage? C'était une vallée avec des activités rurales. Et avec la construction du barrage, il y a eu un développement économique, développement d'activités touristiques, sportives. Donc avec ce lac, cette retenue qui a été créée avec le barrage. Il y avait des villages qui ont été engloutis par les eaux du lac Il y a un hameau qui a été noyé lors de la mise en eau, donc en 1962. Donc un petit hameau donc en rive droite de la vallée. Laurent, ça a laissé des traces, parce qu'à Tignes, par exemple, dans un autre département, pour le même type de problème, il y a encore aujourd'hui des anciens qui regrettent leur village. Bien sûr. Et puis, on a quand même, à l'époque, EDF a quand même déplacé, il reste la chapelle du village, une petite chapelle, côté Mersavel. Mais c'est vrai que quand le barrage est très très bas, on voit encore, il y a beaucoup de vignes à cet endroit-là. Donc, on voit encore toute la partie agricole qui existait sur le barrage et qui a disparu, forcément. Aujourd'hui, ce barrage, il fonctionne. C'est d'ailleurs un réseau de plusieurs barrages, Xavier, sur ce fleuve, enfin sur cette rivière qu'est le Drac. Voilà, cette rivière, en fait, où il y a un enchaînement de 6 aménagements hydroélectriques. Le premier étant le Sautet tout en amont du Drac. Et donc cet ouvrage est vraiment stratégique pour l'hydroélectricité, pour l'équilibre du réseau électrique en France. C'est tout l'atout de l'hydraulique, c'est de pouvoir équilibrer donc entre production et consommation avec une réactivité donc très importante. Et c'est tout l'avantage, l'atout de ces barrages. Et ce barrage donc fait cet aménagement hydroélectrique fait 360 MW et produit l'équivalent de consommation de 200 000 habitants, soit un peu plus que le nombre d'habitants de Grenoble. Donc c'est significatif et c'est vraiment stratégique pour le réseau. Alors, la centrale, elle est dans ce barrage, dans le béton là qu'on voit sur ces images. On peut le visiter, c'est ouvert au grand public, l'entrée à l'intérieur des entrailles du barrage? Alors non, ce n'est plus possible pour des raisons de sûreté. Donc à l'intérieur, il y a 4 groupes de production et qui sont effectivement intégrés à l'ouvrage en partie basse. Et donc ces 4 groupes de production turbinent les eaux du lac. Vous êtes déjà descendu dans ce barrage? Non, mais depuis mon élection et depuis, je pense, une dizaine d'années, l'interdiction de visite, on l'a demandé exceptionnellement, ça s'est pas accepté. Dommage. Bon,
Alors, elle était possible il y a une dizaine d'années, mais le contexte a vraiment évolué. Et donc, maintenant, on n'ouvre plus au public pour des raisons de sûreté, comme je disais. Alors, le grand public peut quand même se renseigner sur le fonctionnement du barrage à côté. Il y a un site dédié justement à faire un peu de pédagogie. Alors, il y a 2 sites. En fait, il y a le Belvédère qui est juste en rive gauche du barrage. Donc, tout le monde peut y accéder. C'est en contrebas de la commune de Sinard. Et donc là, vous avez une vue exceptionnelle sur le barrage. Également sur l'autre côté de la rive et également sur le Vercors un peu plus loin. C'est vraiment exceptionnel avec des indications qui sont sur place. Et puis le deuxième site, c'est ce qu'on appelle Haumôle. Donc à côté de la base nautique de Monténard, où il y a un centre d'information et qui justement a été rénové à l'occasion de cet anniversaire. La scénographie a été complètement revisitée, modernisée. Les visiteurs peuvent même y faire des selfies. Voilà, ils peuvent repartir avec une photo souvenir. Donc on voit sur les images effectivement toute la scénographie, les informations qu'on peut trouver sur place avec un accueil de qualité. Ce barrage qui est impressionnant, notamment quand on est sur ce belvédère que vous évoquiez, il fait quelle hauteur Le barrage fait 135 mètres de haut, 230 mètres de large. Comme je disais, il est le plus haut barrage en béton du département de l'Isère. Laurent, c'est un atout pour un territoire comme celui de Monténard, entre Trièves et Matizine, d'avoir un outil comme celui-là? À la création, je pense que les gens n'ont pas pris tout de suite la mesure. Mais vous voyez la chapelle qui allait disparaître sous les eaux. Voilà, mais c'est vrai que très très rapidement, avec le spot, on va dire le vent qui est naturel et qui est qui est fréquent, qui est quasi tous les jours, très très vite c'est devenu un spot pour les kitesurf, etc. Et donc ça a été un atout très vite touristique, d'où la création du Seaboom. Ouais, parce qu'il fait pratiquement 20 km de long, ce lac. 29 km de long. 29 km de long, ah oui. 29 km de long, ça représente une... Bon, tout n'est pas accessible, puisqu'on a une grande partie sur Tréfort et une petite partie sur Mersavel. On va dire c'est 1 pour 5. Le reste, on le voit là sur les images, c'est beaucoup de falaises qui ne sont pas accessibles. Mais ça fait quand même une grande surface où on peut pratiquer... pas de baignade, c'est pas autorisé, mais on peut pratiquer pas mal de sports, paddle, kitesurf, etc., etc. Avec une couleur qui change en fonction de la saison ou de la météo, c'est assez marrant. Très très belle couleur. C'est une eau qui est magnifique parce elle descend des montagnes, elle est pure. Donc c'est vrai que et effectivement, suivant les saisons, vert, bleu, c'est très joli. Bon, alors vous l'avez dit, c'est un spot aujourd'hui réputé pour la pratique des activités aquatiques. On peut faire tout ce qui glisse sur l'eau, pratiquement se pratique sur le lac de Monténard, avec en plus pas mal de vent, puisqu'on est dans une zone de montagne. Il y a à peu près tous les jours, vers 14 h, le vent se lève, vent du nord, et c'est régulier, c'est plus ou moins fort, donc ça correspond un petit peu à tout type de sport, même de degrés, parce qu'il y a des gens, des débutants qui vont venir, puis d'autres qui sont... Parfois, on a vraiment du vent fort, et là, on a quand même de beaux sportifs là, qui viennent se régaler sur le site. Nico Martin, vous habitez juste à côté du lac. Alors vous, c'est plutôt le trail, mais est-ce que la planche à voile ou aller naviguer sur le lac, ça fait partie de vos activités? Alors la planche à voile, pas trop. Avant, j'allais pas mal à la pêche quand j'étais enfant, donc c'était le lac qui était juste à côté, non, beaucoup de souvenirs. Mon papa a connu avant que le barrage soit mis en eau. Ouais, il a travaillé les vignes qui sont aujourd'hui noyées, mais voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est un peu structurant pour le territoire et qui, je trouve, donne quelque chose en plus à notre territoire avec cette étendue d'eau, comme on peut voir avec les lacs naturels autour d'Aix-les-Bains ou d'Annecy. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce petit plus qui a été amené par le lac sur le territoire. Donc c'est vraiment magnifique. Et comme on disait, les eaux sont quand même assez exceptionnelles. Et la création des passerelles a permis de créer un peu de capacité à changer de territoire plus facilement. Donc ça a été un vrai plus aussi pour les autres activités, plus de type rando, VTT ou trail. Alors, pas de planche à voile, pas de kitesurf non plus, j'imagine. C'est une des disciplines un peu en vogue sur le lac de Monténard. Mais non, en plus, il y a le foil, les gens là, qui ont les petites planches avec ces voiles qui tiennent à bout de bras.
Ça a pris une ampleur assez considérable et on en voit de partout. Et c'est plus simple à mettre en œuvre, plus simple à utiliser. Enfin, utiliser, je ne l'ai pas testé, je ne peux pas mentir. Mais visiblement, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'il y a plein de disciplines. C'est spectaculaire en plus. Voilà, c'est spectaculaire. Il y a des gens qui font des sauts avec ça. Le kite là qu'on voit, il y a des sauts assez impressionnants. En foil aussi. Donc c'est vrai que c'est très bien. Xavier, vous le dites, ce lac, il résulte du barrage, mais c'est avant tout un outil pour produire de l'électricité. Donc quand on produit, on ouvre les vannes. Donc forcément, j'imagine que le niveau du lac baisse. Comment vous gérez ça avec les activités aquatiques, notamment pendant la période estivale? Alors, sans rentrer dans la technique, on n'ouvre pas les vannes. Hein. C'est des groupes de production donc, qui turbinent l'eau. Un petit peu l'eau du lac quand même. Qui turbinent l'eau du lac donc, par des conduites internes. On a un engagement EDF par rapport aux activités touristiques, nautiques. C'est que pendant la saison d'été, en fait, on maintienne cette cote. Alors déjà qu'on l'atteigne, qu'on atteigne le niveau du lac. Il y a une valeur qui est donnée, qui est convenue, et sur laquelle on s'engage. Donc on fait en sorte que ce niveau du lac soit atteint déjà en début de saison et soit maintenu pendant la saison. Et donc en fonction effectivement des besoins énergétiques, mais aussi en fonction de la fonte et du manteau neigeux et des précipitations qu'il a pu y avoir cet hiver, ou pas. Oui, parce que c'est alimenté par toutes les montagnes autour. Il y a l'Oisan, il y a le Dévoluy, il y a le Trièves, etc. Voilà, donc on est en capacité de gérer ce niveau du lac en fonction des apports d'eau et puis en fonction des besoins en énergie. Donc tout ça, effectivement, c'est notre métier. Alors, on peut naviguer, on l'a vu sur ce lac, on peut se poser sur la plage, mais vous l'avez dit, Laurent, on ne peut pas se baigner. Alors, ça paraît toujours un peu compliqué à comprendre pourquoi on peut aller dans l'eau sur une planche, par exemple, à voile ou un paddle, mais pas avec son simple maillot de bain. Déjà, c'est une retenue d'eau pour un barrage, ce qui veut dire qu'à tout moment, le barrage il peut y avoir une évolution assez importante du niveau d'eau. Bon, c'est pas non plus hyper important, mais déjà ça. Et puis aujourd'hui, quand on permet la baignade, il faut faire de la surveillance de baignade. Donc c'est des contraintes supplémentaires. Et les maires des communes ne souhaitent pas, prendre cette responsabilité. Voilà, cette responsabilité qui est quand même importante. Il y a une petite tolérance dans la mesure, je ne devrais pas le dire, dans la mesure quand les gens font trempette au bord de l'eau, c'est toléré, il n'y a pas de remontrance, la gendarmerie ne va pas verbaliser. D'accord. Bon, voilà. Par contre, traverser le lac à la nage... Non, surtout aujourd'hui avec les foils et avec le système qu'ils ont sous les planches, qui sont limite tranchants, je pense que ça pourrait être très très risqué. Bon, alors c'est le temple des sports nautiques pendant l'été, mais c'est aussi une petite mecque du trail depuis 10 ans. 2012, Eric, la création du Trail des Passerelles, c'est vous qui étiez à la manœuvre de la première édition, en lien avec EDF, puisque c'était une histoire d'anniversaire, cette première édition. Oui, tout à fait. Ouais, ça s'est passé même à Valbonnet, précisément, où on était encore avant-hier pour le triathlon, où là, on m'a évoqué que EDF cherchait un événement sportif pour fêter le 50e anniversaire de ce lac et de ce barrage. Et donc, je suis allé les rencontrer. Et en effet, on a tout de suite, on s'est tout de suite entendu pour évoquer la création la mise en place d'un événement qui soit l'événement sportif pour ce 50e anniversaire. Et j'ai simplement évoqué le fait avec EDF, disant, voilà, laissez-nous faire cette épreuve pour vous, mais voyez si on peut continuer et ne pas faire un one-shot, simplement faire l'anniversaire. Est-ce qu'on peut continuer à faire cette manifestation et je les remercie de leur confiance, ça a été le cas. Aujourd'hui, EDF est toujours le grand partenaire de cette manifestation, on dit partenaire fondateur, mais c'est aussi la confiance qu'ils ont mis en nous qui a fait qu'aujourd'hui, cette épreuve, il est devenu ce qu'il est. Ouais, Xavier, ce n'était pas l'objectif forcément de créer une épreuve comme celle-là qui s'installe dans le calendrier national. C'était plus de marquer le coup, la première édition. C'était de marquer le coup, et puis finalement, avec le succès de la première édition, on s'est engagé à perpétuer cet événement et qui a eu un succès vraiment grandissant, avec également des retombées économiques très fortes pour le territoire. Et oui, à l'époque, il y avait une course sur un jour, ce qui est normal pour un anniversaire. Aujourd'hui, c'est 11 courses différentes avec 6 jours d'épreuves, Eric.
Oui, alors, il y avait 3 courses. La première édition, il y avait 3 courses quand même. Il y avait un 15, un 28 et un 38 Mais sur la même kilomètres. journée. Sur la même journée, exactement. Et puis voilà, puis on a grandi petit à petit. On est resté sur ce format sur une journée pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, les élus nous ont dit, voilà, on est en limite de capacité avec 2000 concurrents, parce que nous avions atteint en 2014, donc les 2000 participants. Je leur ai dit que j'étais entièrement d'accord avec eux, mais qu'on allait poursuivre avec plusieurs jours, bien entendu, et 2000 coureurs par jour. Mais c'était osé, c'était même sous forme d'une boutade, on va dire. Mais depuis, en fait, ça a continué à grandir. Et ma foi, on a grandi avec les territoires et avec les hommes qui sont sur ces territoires, puisqu'il y a vraiment une relation qui s'est établie entre tous ces acteurs, à la fois EDF et le CIVOM, mais aussi toutes les communes et toutes les associations qui viennent nous aider, parce que c'est vrai que cette épreuve, certes, est peut-être l'épreuve d'idéal, mais c'est surtout l'épreuve d'un territoire ou de 2 territoires que sont la Matésine et le Trièves. Et puis alors il y a ce lac dont on a parlé, mais on le voit avec ces images, le paysage est très varié, Nico, et se prête parfaitement à la pratique de la course en pleine nature. Tout à fait. Alors on n'est pas forcément sur du parcours de haute montagne, mais il y a des dénivelés forts avec principalement le Sénépi. C'est des parcours exigeants. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir des courses sélectives pour les championnats du monde qui ont lieu sur le 42 km et le 65 km. Et c'est vrai que ça a été un parcours sélectif avec vraiment du dénivelé. Et voilà, il n'y a pas trop de technicité, on va dire, sur les sentiers. C'est un peu typique, voilà, on va dire, du centre Trièves. Et puis, c'est roulant. Voilà, c'est plutôt roulant, on va dire, mal sur le type de terrain. Mais voilà, c'est rapide comme parcours. Et moi, je trouve que ça rassemble un peu toutes les qualités qu'il faut avoir pour faire du trail. Donc, c'est un parcours complet qui est vraiment sympathique et qui, je pense, permet à tout type de pratiquants aussi de venir avec toutes les épreuves qu'il y a, quel que soit le niveau, on peut trouver une course à sa portée. Donc, c'est vraiment un bel événement et je pense que le succès populaire est là pour en attester. Alors, il faut effectivement un beau parcours, il faut des champions, il faut des partenaires pour créer un événement et le faire durer. Mais il y a un paramètre qui est important, notamment pour le trail, avec des parcours qui s'attendent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, c'est les bénévoles, d'avoir une équipe suffisamment nombreuse et motivée pour encadrer tous ces jours de course. Oui, ça c'est évident. Hein. Je pense que, moi je le dis tout le temps, les 2 clés du succès de cette manifestation, c'est des territoires d'exception. Et la Matésine et le Trièves, on en parlait à l'instant et on a vu des images. C'est un territoire d'exception, c'est magnifique, on est bien d'accord, mais il faut qu'il y ait des acteurs locaux qui s'impliquent, et là, ça a été le cas. Et là, une fois de plus, qu'on soit en Trièves ou en Matésine, eh bien, on va dire que ces habitants, parce qu'on parle de villages, on parle d'associations, dans certains quartiers de villages, eh bien, ils se sont réellement appropriés cette épreuve, et aujourd'hui, c'est aussi leur épreuve. Et là, on voit des images qui viennent de passer de mini-images. On voit des images ici de Mersabel ou d'ailleurs. Et là, je peux vous dire qu'ils l'attendent avec beaucoup d'impatience parce qu'ils ont envie de bien recevoir les personnes. Et je pense que les trailers, quand ils arrivent dans des cadres comme ça, avec des personnes comme ça, eh bien, je pense qu'ils en sortent des souvenirs quand même qui sont impressionnants. On ressent ça, on a conscience quand on est coureur de haut niveau de ce que représente l'organisation d'un trail et puis de ce qu'il peut y avoir en coulisses. Moi, j'ai cette chance-là de voir les coulisses un petit peu du TPM, donc on se rend compte. C'est vraiment ce qui ressort quand on échange avec les participants, c'est vraiment le territoire, bien entendu, mais aussi cet accueil qui est quand même très chaleureux des bénévoles. C'est quand j'ai l'occasion de discuter avec des gens sur d'autres épreuves du Trail des Passerelles du Monténard, ils ont vraiment ça. L'accueil est super sympa et je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les gens puissent revenir et même parler, parce que le bouche à oreille, ça fait quand même beaucoup. Et voilà, on est un territoire assez exceptionnel, mais pas forcément connu comme peuvent l'être les territoires de Chamonix, où voilà, on fait une épreuve à Chamonix, ça prend tout de suite. Là, je pense qu'il y a bien sûr des super territoires qui sont un petit peu méconnus, mais aussi quand même une vraie dynamique des bénévoles qui est entretenue, je pense, en particulier par Eric. Et voilà, on a cette chance. Moi, je suis ici de ce territoire. Il y a aussi, je pense, encore pas mal quand même la culture un peu du bénévolat dans les régions un peu plus rurales qui jouent. Et voilà, on n'a pas de grosses épreuves comme on peut l'avoir sur des grosses métropoles. Donc, c'est un peu notre Tour de France, entre guillemets, à nous, le Trail des Passerelles. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est devenu un vrai atout touristique aujourd'hui pour tout le Sud-Isère, car il y a des vraies retombées économiques. Donc, je pense que tout le monde est content d'avoir cette épreuve.
Il y a combien de bénévoles à peu près, Eric, pour une épreuve comme celle-là ? 450, à peu près 450 qui sont mobilisés. Ces bénévoles sont issus, comme je disais, des communes, des villages que l'on traverse pour la majeure partie d'entre eux. Après, il y a des gens qui viennent nous rejoindre, les Amis d'Idéal en particulier. Mais voilà, je pense qu'il y a une très belle mobilisation qui se fait autour de cette manifestation. Il y a les élus qui mouillent la chemise aussi, Laurent, qui sont en poste de ravitaillement, etc. Les élus, vous allez à communes. Mersavel, vous avez le maire de Mersavel, il est à fond pour le travail des passerelles, il se donne à 100 000 %. Tous les élus très forts, le maire de Treffort fait une course. Mais je pense qu'il y a déjà, tous les élus sont à fond. Ça a donné une dynamique au lac, au lac, ça a donné une autre vision en fait. Ça élargit, c'est devenu. Donc c'est super. Donc il y a un ingrédient aussi de ce succès dont on n'a pas encore parlé, ce sont les passerelles qui donnent leur nom au trail, qui sont deux grandes passerelles himalayennes, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui relient les rives du lac, on les voit là sur ces images aériennes, et où les coureurs vont passer à plusieurs reprises, suivant les parcours, Eric. Oui, en fait, oui, c'est clair que les passerelles himalayennes, ce sont les têtes de gondole de nos manifestations. Ça, c'est de notre manifestation d'ailleurs. C'est clair, maintenant, ce n'est que 200 mètres ou 400, voire 800 mètres pour ceux qui vont faire un aller-retour sur ces passerelles. C'est le cas pour le Maratrail. On vient pour les passerelles parce qu'on les appréhende, parce qu'on a envie d'avoir ce petit vertige-là qui va donner un petit peu de piment à notre épreuve. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais il est clair que c'est quand même, une fois de plus, l'image que les gens vont retenir. C'est ce qu'on attend, bien entendu. Ça nous a créé des problèmes avec des bouchons, par exemple, qui s'étaient créés à une certaine époque. Mais les bouchons n'étaient pas dus aux gens qui appréhendaient, mais simplement aux gens qui s'arrêtaient pour se prendre en photo dessus. Donc à ce moment-là, on a mis, comme sur les autoroutes, selfie serré à droite. Et depuis, ça se passe très, très bien. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence sur les passerelles. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, mais en l'occurrence, celui qui a envie de se prendre en photo, il joue le jeu, il se met sur le côté. Puis les autres, qui n'ont pas envie ou qui appréhendent de regarder un petit peu trop, eh bien, ils passent tranquillement et tout se passe bien. Bon. Il y en a qui passent un peu moins tranquillement que d'autres sur ces passerelles. Nico, là d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit de courir, mais vous êtes à la limite. Il faudra un juge arbitre. Je pense que là, on se faisait sanctionner par un juge de marche athlétique. Mais j'ai regardé le direct de l'an dernier et j'étais un de ceux qui respectait le plus quand même. Oui, parce qu'il y avait les caméras de Télé Grenoble en direct sur la course, donc là, vous ne pouviez pas trop gruger. Non, c'est la particularité. Après, c'est vrai que pour les coureurs de tête, c'est toujours particulier parce qu'on est sur une zone entre guillemets facile qui est plutôt descendante parce que les passerelles sont pas vraiment plates contrairement à ce qu'on croit. Elles sont incurvées, donc ça descend puis ça remonte. Et c'est vrai que c'est des zones où on aurait tendance à courir et là ça nous impose la marge. Donc voilà, c'est un moment où vous faites un petit peu stratégique, se ravitailler, souffler un coup avant de repartir, en particulier sur le dernier passage des passerelles qui est sur les grandes courses au niveau de la passerelle de l'Hébron. Et derrière, il y a le pas du Berlioz qui est une belle difficulté, surtout à ce moment-là de la course où en principe tout le monde est un petit peu fatigué. Ouais, un peu cramé. Eric parlait de la plupart des trailers qui prennent le temps de s'arrêter, de pouvoir prendre une photo. Alors vous, ici, vous connaissez par cœur le paysage, mais quand vous allez parfois courir à l'étranger, vous avez le temps de regarder, d'apprécier vraiment les parcours, ou alors on est dans sa course et on ne fait pas forcément attention? Non, moi personnellement, quand j'ai la chance, alors quand c'est à l'étranger c'est plus difficile, mais quand je fais des grosses courses en France, j'essaye d'aller reconnaître le parcours et donc d'y aller en vacances ou sur quelques jours, parce que c'est vrai qu'en course, on n'a pas trop le temps. Et je dirais même que les jours où on prend des photos, c'est pas très bon signe pour la performance. Mais voilà, donc, mais après, il y a des courses que j'ai faites 2-3 éditions et où je me suis rendu compte du panorama, la 3e édition avec les images du film de la course, parce que c'est vrai que dans des parties techniques en descente particulièrement, on n'a pas le temps, on est concentré sur où on met les pieds. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de faire ça. Donc c'est vrai que moi personnellement, c'est plus sur les sorties d'entraînement que je prends le temps d'apprécier le paysage. Et puis quand c'est la compète, on essaye d'aller le plus vite possible du départ à l'arrivée. Alors Laurent et Eric l'a dit, ça bouchonne parfois sur les passerelles pendant le trail. On voit d'ailleurs sur ces images qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de voie rapide. Il y a une capacité limite, tout le monde peut tenir ce... On ne va pas dire qu'on va la remplir, mais c'est vrai que normalement c'est fait, effectivement ça a été testé pour mettre autant de monde qu'on puisse en mettre. Possible. Voilà.
Après, c'est vrai qu'il est interdit de courir sur les passerelles. C'est très rare de voir du monde. On voit surtout des gens qui sont accrochés au bord. C'est interdit en vélo, en VTT, d'être sur le vélo. C'est vrai que pendant les courses, j'imagine bien que quand on est devant, on a plutôt envie de mettre le paquet. Bon, mais ça reste tout à fait, je dirais, la marche classique, quoi. Elles attirent du monde tout au long de l'année. Alors, effectivement, il y a les passerelles avec des milliers de concurrents, mais c'est quoi la fréquentation moyenne sur une saison? Avant Covid, on était à peu près 120 000 passages. Alors, on a des compteurs, en fait, aux entrées et aux sorties des passerelles. On additionne le tout et on divise par deux, ce qui fait qu'on est bien en dessous, je pense, parce qu'on a des gens qui viennent d'un côté qui font qu'une seule des passerelles, sur les bronzes, sur le drac. On est à 120 000. Durant le Covid, après Covid, aujourd'hui, on est à 160 000 à peu près. Et cette année, on devrait arriver au 2 millionième passage. Donc on devrait faire fin août, il faut voir quand est-ce que ça va jouer. On devrait faire une petite remise du 2 millionième passage sur les passerelles. Donc il faut aller se balader en fin d'été sur les passerelles. Il y aura peut-être symboliquement, je vous dirai pas. 2 millionième. Je ne vais pas vous dire quand est-ce que on regarde les compteurs. Une visite privée du barrage du lac de Monténard. Ça sera sûrement un panier garni avec toutes les spécialités du Trièves et de la Matésine. Mais bon, pour le barrage, peut-être. C'est le mec qui est passé le plus de fois sur la passerelle. Ah oui, c'est vrai que... Je pense que je suis pas mal dans le classement, mais... Nico qui s'entraîne là depuis des années, il serait intéressant de savoir celui qui les a le plus empruntés. Notamment, vous avez été fidèle de pas mal d'éditions du Trail des passerelles, donc il y a déjà ça. À chaque fois, on les passe 3 ou 4 fois. Ça dépend des épreuves, mais l'épreuve qui passe le plus de fois, le Maratrail, il passe à 4 reprises. Et sinon, sur la grande course, c'est 2 passages. Et puis les autres courses, c'est un passage sur celle de Lémont. Mais après, moi, c'est vraiment mes terrains d'entraînement. L'an dernier, j'ai eu la chance de courir vraiment sur des sentiers que je connais par cœur. Parce que quand je vais au plus direct entre ma maison et la passerelle du Drac, c'est à peu près 15 minutes de course à pied. Donc... c'est vraiment très proche. Pour Nico, c'est 5 km, 15 minutes de course à pied. Un peu moins quand même. Alors il y a un autre point stratégique, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le sommet du Sénépi, qui est l'alpage qui domine le lac de Monténard. C'est pas de la haute montagne, mais ça se mérite quand même, Nico. C'est vraiment exigeant le Sénépi, en particulier du côté de Mersavel. Donc avec le kilomètre vertical qui emprunte sur les 500 premiers mètres de dénivelé vraiment une partie très très raide qui n'est pas empruntée par le Maratrail où on prend un sentier un peu plus roulant entre guillemets, mais on a entre le village de Mersavel et le sommet du Sénépi 1 kilomètre vertical, même sur le Maratrail en 4 km 5 à peu près, donc c'est vraiment difficile comme ascension et globalement le Maratrail c'est 2500 mètres de D+, sur la format du marathon, donc 42 km. Donc c'est vraiment quelque chose où on est sur des profils montagneux vraiment en termes de ratio, en sachant qu'en plus la première partie, on part par les passerelles et les 11 premiers kilomètres sont relativement roulants. Donc après, une fois le premier passage à Mersavel, c'est vraiment un parcours très exigeant. C'est un piège de l'organisateur de faire les premiers kilomètres plats. On se dit, tiens, finalement, le premier quart de course, on l'a passé rapidement. Et puis derrière, ça se corse, Eric. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Non, après, on essaie d'utiliser au maximum toutes ces pépites là qu'il y a autour de ce lac. Et c'est vrai que le Sénépi en est une. Et donc voilà, et ce format Maratrail, qui est un format qui a une forte attractivité, et bien fait que on n'est pas toujours monté au sommet du Sénépi avec le Maratrail. Aujourd'hui, on est content de les emmener. Je pense qu'ils le réclamaient parce que c'est vrai que ce panorama à 360 degrés qu'il y a là-haut, il est quand même pas à piquer les verres. Et je pense que ça doit retenir l'attention de beaucoup de monde. Certes, on est focalisé sur les passerelles, mais je pense que quand on est là-haut et qu'on voit les écrins d'un côté, le Vercors, l'Aubiou, la Chartreuse, ça reste magique, quoi. Surtout que pendant l'été, il y a du monde qui habite entre guillemets le Sénépi, et c'est pas les trailers. Ah oui, tout à fait. C'est très habité, humainement parlant, avec Sylvain et sa famille. Mais Sylvain est là-bas le berger de cet alpage
qui est l'un des plus grands, sinon le plus grand alpage de France, là, avec 800 vaches qui sont montées il y a quelques semaines de cela et qui vont passer l'été là-haut. Donc voilà. Et donc, quand vous arrivez, là, je vous présente les spectatrices du Trail des Passerelles du Monténard. Et avant, on a vu Sylvain, qui est un acteur, lui aussi incontournable de cette organisation. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Michel Brunière à Mersavel. Voilà. C'est des gens qui s'impliquent énormément dans notre épreuve. Et si on peut passer aussi facilement, on va dire, sur l'alpage, c'est qu'on le fait avec le concours de Sylvain qui nous aiguille pour nous dire, voilà, on va passer par là, je vais mettre mes bêtes ailleurs, ou on va s'organiser de façon à ce que ça se passe bien, parce que voilà, quand on va chez les gens, on frappe chez eux pour leur demander de rentrer déjà, d'une part, et puis quand ils peuvent être à nos côtés, comme c'est le cas ici sur cet alpage, mais comme c'est le cas aussi au Signaro, comme c'est le cas à Minimage ou à Monténard, ben on est royal, on est royal. Nico, qui est déjà passé souvent en tête du CNEPI, quel que soit le format de course. L'an dernier, vous étiez sur le long format, hein, la course de plus de 60 km, qui est la plus longue des passerelles. Vous étiez en tête pratiquement du début à la fin. J'ai retrouvé quelques images. Là, on est plutôt sur le final, où vous êtes encore capable de, la sortie de courir. de la passerelle du Drac, là. Gagner à domicile sur votre territoire, ça a une petite saveur particulière, j'imagine? Ouais, complètement. Hein. C'était un gros objectif. En plus, c'était pas forcément très facile personnellement à ce moment-là. Donc, ça a été avoir trouvé les ressources mentales pour faire une grosse course. C'était sympa. Et puis aussi le partage avec Thibaut Garivier qu'on a vu sur les images avant, qui a un copain et qui rêvait d'une première sélection en équipe de France. Alors, il l'avait gagné sur le terrain. Malheureusement, les championnats du monde ont été décalés. Donc, les sélections ont été annulées, mais voilà, il y avait quand même ce maillot de l'équipe de France à aller chercher. Et donc, j'ai vraiment vécu des émotions fortes ce jour-là, partagé aussi avec mon entraîneur. Ce jour-là, il y a 3 de ces athlètes qui avaient gagné une place en équipe de France. Donc, c'était vraiment une très, très belle journée qui restera gravée. Et ça fait partie des 3-4 meilleurs souvenirs de ma vie sportive, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance de courir sur ces sentiers d'entraînement. Et puis, c'est aussi le territoire où je suis né vraiment. Donc, c'est particulier, quoi. C'était une belle reconnaissance pour le Trail des Passerelles l'an dernier, d'avoir alors le grand public qui vient pour l'expérience, et puis d'avoir aussi des athlètes de haut niveau qui jouaient leur qualification pour les championnats du monde de trail. C'est évident que nous, on a créé cette manifestation en faisant une épreuve grand public. Nous, on aime bien les épreuves participatives. Maintenant, aujourd'hui, on a cette caution sportive et de performance qui est donnée avec ce sélectif qui nous a été donné par la Fédération française d'athlétisme, et ça récompense le travail de tout le monde. Et on parlait tout à l'heure des bénévoles, une fois de plus, ça récompense aussi leur travail. C'est-à-dire que je pense que la fédération, quand elle confie l'organisation à une organisation comme la nôtre, eh bien, elle regarde si on est en capacité aussi de pouvoir assumer leur cahier des charges. Et il est vrai que là, c'est aussi cette récompense qui nous a fait plaisir, parce que voilà, c'était important. On était en train de relancer la machine après cette première année Covid, donc c'était important aussi d'avoir ce beau sélectif. Alors on a vu qu'il y avait de l'ambiance dans les villages, qu'il y avait du public au sommet du CNEMI, un public assez particulier. Il y a quand même un peu moins de monde que sur les courses du Pays Basque, Nico. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la même culture. J'ai eu la chance de faire récemment Zegama, qui est un grand marathon. On voit les images. Les images, c'est Kylian Jornet là, qui est en tête du passage au sommet. Ouais, là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, ça fait bientôt 15 ans que je cours. Je n'avais jamais vu ça. C'est même sur les images, on ne se rend pas compte. Là, on est sur le sommet d'Aescori. Donc là, il y a encore beaucoup de monde, mais un petit peu plus bas, là, vers Sanctus Spiritus. C'est juste incroyable, quoi. Ça donne la chair de poule. Il y a tellement de bruit que c'est le moment... vous, là. Ouais, là, c'est vraiment... Et puis, c'est un super parcours de trail... qui est avec des gens, dans le Pays Basque, on a vraiment cette culture quand même un peu plus marquée que chez nous, je pense, sur les sports de pleine nature. Et c'est vrai qu'il y a, là, il faut se rendre compte, les gens marchent quand même un bon moment pour aller au sommet, et malgré tout, il y a des milliers de spectateurs, donc ça crée aussi des souvenirs très forts pour les athlètes. Il y avait le gratin mondial, hein, c'est un des grands rendez-vous de la saison pour les trailers. Avec le record de l'épreuve pour Kylian. Donc, je crois qu'il gagne tous les ans, lui. Hein. C'est un peu comme chez vous, c'est son terrain. C'était sa 10e victoire là-bas, donc ça commence à faire.
Bon, il n'y a pas de client de journée attendu pour les passerelles cette année, ou alors en tout cas, ce serait une grosse surprise. Il y aura beaucoup de monde. Vous parliez de l'effet Covid. Beaucoup d'événements ont du mal à redémarrer, retrouver en tout cas leur jauge d'avant le Covid. C'est le cas aussi pour les passerelles cette année? Oui, on en fait partie. Alors nous, on avait décidé avant de baisser nos jauges parce que c'est vrai que on est monté jusqu'à plus de 6000 participants en 2019. Après, on en a fait moins évidemment en 2020 et puis en 2021. N'empêche que cette année, on avait décidé de baisser la jauge par rapport à cette édition 2019. On n'est pas complet. Il nous manque 20% à peu près de participants par rapport à la capacité que nous avons sur l'épreuve. C'est pas grave. On va bien entendu pouvoir faire notre épreuve dans d'excellentes conditions. On a au jour d'aujourd'hui à peu près 4400 participants. On devrait terminer autour des 4600, 4800 coureurs, voire même on passerait peut-être les 5000 si on a beaucoup d'enfants qui viennent participer à nos courses des petits. Mais voilà, c'est un petit peu dommage en effet qu'on ait un petit peu moins de monde, en particulier sur la grande course qui est la plus pénalisée. Je crois qu'aujourd'hui en France, la moyenne c'est moins 37% de participation sur les épreuves de course à pied. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal, mais l'idée, c'est de pouvoir faire d'une part, et puis de pouvoir fêter comme il se doit le 10e anniversaire de Strain. Bon, il y a 11 épreuves pour les 10 ans, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a effectivement pour tous les niveaux. On n'a pas besoin de s'appeler Nico Martin et de faire 60 km pour participer au Trail des Passerelles. Il y a aussi des épreuves enfants. Vous retrouvez l'ensemble du programme. Alors là, parce que moi, j'ai le petit fascicule papier, mais sur Internet, évidemment, sur le site du Trail des Passerelles. J'ai une petite colle pour Nico. Est-ce que vous connaissez Oana Mihalceva? Non. Bon, je vous la montre, si je vous en parle, c'est qu'elle l'a remporté, voilà, c'est cette coureuse originaire de Montpellier qui a remporté le Grand-Duc la semaine dernière, donc en Chartreuse, mais le Grand-Duc au scratch, c'est-à-dire que c'est la première à avoir franchi la ligne du 45 km, format maratrail également. C'est assez rare quand même qu'une femme batte tous les garçons sur une course de trail. Ça vous étonne, ce cas de figure? Non, pas vraiment. Pour donner un exemple, j'ai été battu l'an dernier sur la Skyrun par une néerlandaise, Nienke Brinkman, qui, pour les amateurs de course à pied, a couru 2h22 et 50 secondes sur marathon au printemps. Donc ça va très vite. Non, le meilleur niveau féminin actuellement est vraiment très 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 élevé. Hein. Même quand on a un athlète masculin, c'est déjà des très bons niveaux de coureurs pour devancer les premières féminines. Il y a très longtemps de ça, au tout début de l'UTMB, sur je crois la première édition de la CCC, qui est une des épreuves, Corinne Favre avait gagné au scratch, et cette année-là, François Den avait fait 4e, qui était au tout début de sa carrière. C'est une belle référence d'abord. Voilà, donc non, ça arrive pas si souvent, mais voilà, quand il y a des féminines de niveau international qui vont sur un trail un peu régional, c'est pas étonnant qu'elles remportent des épreuves. Et quand on parle d'ultra, c'est encore plus courant quand les épreuves sont longues. L'an dernier sur l'UTMB, la première féminine a terminé 7e au scratch quand même sur l'ultra trail un peu référence, donc ça montre le niveau très très élevé des athlètes féminines. Bon, alors vous ne serez pas forcément au départ du Trail des Passerelles cette année, une petite blessure en cours de soins? Tout à fait. J'aurais dû être du côté des championnats d'Europe aux Canaries le week-end qui arrive, mais voilà, j'avais une blessure qui n'était pas complètement invalidante, mais qui me gênait un petit peu, surtout mentalement, avec une douleur un peu permanente. Donc j'ai décidé de laisser ma place à un athlète qui était à 100%, et du coup je pourrais être pas forcément avec un dossard, mais sur le premier week-end du Trail des Passerelles. Eh ben voilà, merci en tout cas d'être venu nous présenter ça. Laurent, l'anniversaire se poursuit tout au long de l'été. Il y aura d'autres animations? Oui, il y a tout au long de l'été. Il y a diverses manifestations qui vont se clôturer fin août par... on a un nouveau bâtiment qui a été construit sur Mersavel. L'inauguration de ce bâtiment, feu d'artifice, un concert. Voilà, ça sera pour clôturer ces 60 ans du lac, en partenariat avec EDF, bien sûr. Voilà. Et puis il y a la grande fête du lac le dernier week-end, le dernier samedi de juillet, donc avec le grand feu d'artifice. Et ça reste l'événement majeur du lac. Donc venez nombreux. Voilà, c'est plein de raisons de venir dans le secteur de Monténard cet été. Une dernière raison, c'est un petit clin d'œil, c'est le retour aussi du petit train de Lamure qui avait repris la saison dernière, mais qui va refaire un été, on va dire, complet à partir de 2022. Ça veut dire que les coureurs qui empruntaient cette voie désaffectée, Eric, vont plus pouvoir passer sur les voies du chemin de fer? On ne passera plus sur les viaducs de Loula, en effet, comme on a pu le faire avant qu'ils reprennent, puisqu'il y a une épreuve qui commémore, bien entendu, ou qui accompagne le petit train, qui sera dédié
dès dimanche, et avec un départ à Monténard et une arrivée à la gare de la Mure. Et en parallèle, important, Mille-Express, qui est un duo, qui va partir, lui, de Minimage et qui va arriver, lui aussi, à la gare de la Mure. Mais les coureurs auront la chance d'emprunter le petit train pour aller rejoindre la ligne de départ. Donc ça va être quand même sympa parce que voilà. Et puis je rappellerai juste quand même pour les 10 ans, il y a une épreuve un peu particulière qui s'appelle les Mystères du Drac. Et je voudrais vous en dire énormément, mais je ne peux pas vous dire puisque je ne peux rien vous raconter puisque c'est totalement... voilà, les gens ne connaissent pas. Voilà, ils savent pas. Ouais, ils savent qu'ils vont courir, ils savent une distance, ils savent un dénivelé, ils savent une heure de départ, mais c'est tout. Bon, on verra après coup. Ça me fait plaisir de vous dire ça, comme ça au moins vous restez sur votre faim. On regardera les images. D'autres pépites de notre territoire. Et d'autres, exactement. Bon, voilà, le mystère est complet. Merci en tout cas à tous les 4. Bon été en Matésine et en Trièves. Et puis, on se retrouve très vite sur Télégrenoble pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.